faut scléroser une façon de faire. Et je dis, dès que j'entends scléroser, formater, rigidifier, tout ce qui est rigidifié, c'est la mort. C'est un corps inerte, un cœur qui ne bat plus, c'est une personne morte. Pour avoir débattu quelquefois, quand j'étais dans des débats avec politiques, on vous donne 1 minute, 2 minutes pour répondre. Vous avez l'audience devant vous, à qui il manque une grande partie de l'information que vous avez. Vous vous censurez vous-même. Le niqab, c'est pas un précepte de l'islam. Non, c'est ça. Pas du tout. Mais si la personne veut le porter, qui suis-je pour lui enlever? Après avoir fait une entrevue avec Florence Bergeau-Blaclair et Jack Le Fou et Cassius Lady pour parler d'islam avec un angle peut-être un peu plus négatif, je voulais donner la parole aussi à un musulman de la majorité silencieuse, un humble citoyen musulman engagé. Il s'appelle Shakib Saad, c'est un ami qui m'est très cher, très, très intelligent, très articulé. Et donc, il est venu me parler de sa vision de l'islam, sa vision de la religion musulmane. Et on a aussi parlé de son engagement politique parce que dans les dernières années, quand nos libertés étaient frontalement attaquées, il a décidé de s'enrôler en politique. Il ne l'est plus maintenant, mais il est encore très engagé politiquement. Et pour lui, la liberté, il n'y a rien de plus important. Bienvenue chez nous, Shakib. C'est pas la première fois que tu viens, mais la dernière fois, c'était pour un souper. Là, on se rencontre officiellement à mon micro. Depuis que je te connais, je te dis, je veux te recevoir. Puis j'ai jamais trouvé la façon que j'allais... on voulait parler de physique quantique à un moment donné. Puis en fait, tu es une des personnes les plus cultivées et intéressantes et sages que je connaisse. On s'est rencontrés à cause, on pourrait dire, des années COVID. Là. C'est via des amis... dans un party de rebelles. Puis ça a été vraiment une belle découverte. J'ai souvent dit à ma chaîne, j'ai rencontré des personnes extraordinaires dans les dernières années, dont toi. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler de plus qu'une chose, là, mais tout d'abord, la raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu j'ai fait 2 entrevues pour parler de l'islam qui étaient avec un regard peut-être plus négatif par rapport à l'islam, puis je voulais un musulman qui allait apporter d'autres nuances, parce que c'est important pour moi de nuancer tout ce que j'apporte, surtout des sujets aussi sensibles. Je suis pas musulmane, je n'ai pas une opinion vraiment ferme sur quoi que ce soit, je suis curieuse. Et je voulais donc t'entendre sur ce que tu as à répondre peut-être aux invités que j'ai eus. Je sais que tu les connaissais pas forcément. J'ai eu Jack Le Fou, Cassius Lady, qui sont 2 personnes, c'est des pseudos là, qui se donnent sur les réseaux sociaux. Et Florence Bergeau-Blaclair, qui, elle, est une anthropologue qui dénonce le frérisme et les dangers, disons, du frérisme dans les sociétés occidentales. Donc, grosso modo, je te balance ça un peu. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as à répondre vite fait si tu as écouté mes entrevues avec eux. Mais je sais qu'on s'est parlé au téléphone, fait que tu savais déjà un peu où je m'en allais avec ça. Oui, d'abord, merci pour l'invitation, merci pour les bons mots, cette introduction, c'est tout à ton honneur de m'avoir ici et humblement, je remercie cette présence ou ce dialogue que nous allons avoir. Sage, la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est un cheminement qui prend avec le temps, plus je sais, plus je ne sais rien, Socrate, mais effectivement, c'est ce que je constate aujourd'hui. Je sais juste une chose, je ne sais pas si tu connais la chanson de Jean Gabin, je sais. Je sais que je ne sais rien. Non? Je sais que, moi qui suis à l'automne de ma vie, à la fin de sa vie, il dit « Je sais juste une chose, je sais que je ne sais rien, et ça, je le sais. » Donc, merci pour ce dialogue. Alors oui, il y a eu quelques, effectivement, invités que tu as eus qui ont parlé de l'islam. Honnêtement, je n'ai pas vu l'introduction, comment dirais-je, l'échange dans sa complétude. J'ai débuté, je ne voulais pas me laisser influencer de quelque manière que ce soit. J'ai arrêté sagement, reprenons un autre terme, pour simplement venir assez ouvertement parler en tant que musulman dans un monde occidental. Je dis souvent qu'en moi, j'ai plusieurs cultures qui sont en symbiose et pas en conflit. Et je voulais apporter cette vision de simplement le musulman de la majorité silencieuse. Celui qui est ni islamiste, qui est ni, comment dirais-je, extrême dans sa façon de faire, parce que l'islam, c'est beaucoup de nuances et beaucoup d'ouverture d'esprit. Peux-tu définir c'est quoi islamiste pour ceux qui ne savent pas?
Les islamistes, c'est ceux qui ont une vision très rigoriste des choses, où il y a une composante, je dirais, peut-être politique rattachée à ça. Et quand on parle de composante politique, on parle souvent de peut-être certains groupes qui ont des intérêts derrière et des influences et des dynamiques qui des fois nous échappent. Donc le musulman n'est pas politisé. Le musulman est simplement, comment dirais-je, une vision très ouverte, parce qu'en islam, il faut savoir une chose. C'est une phrase qui est très, très ouverte, qui dit « La ikra fi din », il n'y a pas d'obligation en religion. Donc chacun chemine à sa façon, et la relation est un des éléments principaux. Alors, je voudrais apporter peut-être avant de rentrer dans tous ces débats, je ne suis pas anthropologue, encore une fois. Je parle en tant que moi, Shakib, en mon nom. Je ne parle pas au nom des musulmans. Je suis musulman et je vous donnerai la perspective que je connais. Alors, le cheminement, c'est très important. On appelle ça l'ijtihad. Ijtihad, il y a le mot jihad que certains vont interpréter de manière à la guerre sainte et ainsi de suite. L'ijtihad, c'est la guerre, c'est comment dirais-je, le désir de s'améliorer constamment à l'intérieur, parce que le cheminement est très important. La relation dans l'islam avec Dieu, elle est directement avec Dieu. C'est toi et personne d'autre. Même si je dois confesser des torts, je confesse à Dieu directement. Il n'y a pas un prêtre ou il n'y a pas un intermédiaire. C'est ça il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a aucun intermédiaire. L'imam n'est pas le représentant de Dieu. C'est une personne, c'est un guide spirituel, quelqu'un à qui on peut poser des questions. Il a une connaissance beaucoup plus grande que nous de la religion et il va donner son point de vue spirituel là-dessus. Mais il n'est pas le représentant de Dieu. Toi, ta relation avec Dieu, elle est directe et il n'y a personne qui peut intervenir entre toi et lui. Donc, c'est la plus grande force de l'islam. C'est cette relation directe, mais c'est aussi sa plus grande faiblesse. Pourquoi ? Parce que si je faisais un parallèle avec les crypto-monnaies, je dirais que, et ça peut être boiteux, mais je pense qu'il y a quelques vérités dans cette comparaison, le catholicisme, c'est très centralisé. C'est le pape qui a toute sa hiérarchie, des cardinaux, des archevêques et ainsi de suite, des diocèses et ainsi de suite. L'islam, il n'y a rien de tout ça. C'est toi et Dieu. Donc, le pape, des fois, est sollicité pour répondre à des questions religieuses comme l'élément justifiant la position du catholicisme. Ouais. C'est pas comme sur l'homosexualité, par exemple. Par exemple. Eh bien non, le musulman chemine lui tout seul et sa relation est directe avec Dieu. Donc, il n'y a pas de représentant officiel qui peut parler au nom de tous les musulmans, mais en même temps, c'est cette force-là, cet élément, c'est toi et toi-même. Personne ne peut me juger en tant que musulman, mais en même temps, il y a toute une connaissance, il y a tout un savoir-faire, des jurisprudences rattachées à ça. Je prends quelques secondes de votre temps pour vous annoncer ma grande nouvelle. Ça fait longtemps que je veux faire une conférence et ça va enfin avoir lieu. Ce sera le 13 octobre 2024 à Montréal et ça va s'appeler « Décoder la matrice et s'en libérer ». Vous pouvez acheter vos billets sur mon site web dans la section boutique sur le hellovesavoir.com. Tous les détails sont là. N'oubliez pas qu'il y a aussi une portion virtuelle, donc vous pouvez acheter vos billets en présence ou en virtuel si vous êtes trop loin. Mais je vais vous dire que si vous venez en personne, il va y avoir aussi une section cocktail après, un 4 à 6 où on va pouvoir parler et rencontrer d'autres personnes qui partagent des valeurs communes. J'ai hâte de vous rencontrer. Rendez-vous tout de suite sur le hellovesavoir.com pour rejoindre mon infolettre et ne plus rien manquer du contenu que je mets en ligne. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté VIP pour avoir accès à des contenus exclusifs. Vous pouvez rejoindre avec un abonnement mensuel ou annuel. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur toutes mes autres plateformes si ce n'est pas déjà fait, comme YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr X. Le référent est donc toujours les écrits sacrés. Totalement. Qui sont pas seulement le Coran, mais je pense qu'il y a d'autres écrits aussi. Il y a les hadiths qu'on va aller chercher aussi des fois. Ce cheminement-là, il est très important parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on va toujours tendre vers le meilleur dans notre façon de faire. Alors, c'est quoi être musulman au sens très large du terme? C'est pas des artefacts, c'est pas des façons de montrer, c'est toi. Le temple, il est intérieur, je chemine à l'intérieur avec ma relation directe avec Dieu. Alors, il y a les 5 piliers. Alors, on les connaît tous. Je ne sais pas si on les connaît tous. Je vais les rappeler rapidement. La profession de foi, shahada, comme on dit. C'est une phrase qu'on répète de temps en temps, qui vient... D'ailleurs, si vous voulez devenir musulman, il suffit de répéter cette phrase 3 fois avec conviction et vous deviendrez musulman. Okay. Donc, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Le deuxième, c'est bien entendu les 5 prières qu'il faut faire.
Il y a aussi le ramadan. Il y a aussi zakat. En fait, le zakat, ce serait la troisième. C'est une partie de tes avoirs, de tes revenus. On dit c'est autour de 2,5% que tu dois redonner. À la communauté? À la communauté, effectivement. Okay. Très important, c'est la reconnaissance que, alhamdoulilah, on dit très souvent, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, on reçoit, mais on doit redonner. C'est un comportement intrinsèque chez tous les musulmans. Zakat est important, c'est un des piliers. Le ramadan, donc le jeûne, les 30 jours de jeûne, c'est un moment où on va encore se centraliser un peu plus vers ça. Et finalement, le pèlerinage, si et seulement si nous avons la capacité de santé, c'est-à-dire si on a bonne santé, si on a la capacité financière de le faire. Donc vraiment, c'est ça c'est les 5 piliers. C'est un idéal vers lequel on tend tous, mais c'est l'idéal. Beaucoup ne le font pas dans leur entièreté. Mais c'est l'idéal. Et qui suis-je pour juger quelqu'un s'il ne fait pas ces 5 prières? Je ne suis personne, je ne suis qu'un humain comme les autres. Donc il y a beaucoup, beaucoup de tolérance en islam. C'est très fondamental. Et quand j'entends des fois certains dire qui ont une vision plus rigoriste, alors tu vas parler des islamistes et ainsi de suite, il faut savoir que l'islam n'est pas homogène. Loin de l'être, l'homogénéité. Il y a plusieurs courants. Alors on les connaît tous au départ. Il y a le sunnisme et le chiisme. Et il y a les kharijites aussi. C'est très très petit. C'est ceux qui rejettent tout, qui ont une vision très très rigoriste des choses. Ils sont très minoritaires. Oui. Déjà, les chiites sont très minoritaires aussi. Les sunnites sont à 90%. C'est ça. 85-90, c'est des chiffres. La grande majorité sont sunnites. 10-15% sont chiites. On va les retrouver essentiellement en Iran. Et dans les pays autour, le Pakistan, le Liban aussi, sont assez importants. La Syrie. Donc, quelle est la différence d'abord entre les chiites et les sunnites? Les chiites disent qu'à la mort du prophète, ils voulaient savoir comment on devait continuer. Et il y a eu les khalifas, les 4 d'entre eux. Khalif veut dire successeur en arabe. On a eu Abu Bakr Siddiq, on a eu Omar ibn al-Khattab, on a eu Uthman ibn Affan, et au 4e, c'est là où il y a eu un problème. À la mort de Ali, ils ont dit, certains, il faut que les prochains guides spirituels soient de la lignée du prophète. D'autres ont dit non, on doit choisir les plus sages d'entre nous, et ainsi de suite. Et ça a créé cette tension, et même il y a eu une guerre là-dessus, où il y a eu ce schisme, le premier schisme qu'il y a eu dans l'islam, où finalement ceux qui avaient suivi Ali qui était le cousin du prophète, ils voulaient que ce soit lui, et ben ils ont continué dans ça, c'était les chiites, alors que les sunnites ont toujours eu cette pensée plus choisissons les meilleurs, choisissons les plus respectés et ainsi de suite, qui soient des guides aussi en ce sens. C'est la différence. C'est la grande différence majeure, effectivement. Il y a après quelques rites, la Ishwara par exemple, des choses comme ça, mais c'est minime. Vraiment, c'est cette pensée-là. Le guide spirituel doit être un successeur de la religion, de la famille du prophète. D'autres disent non, prenons les plus sages, les sages. C'est comme dans la religion catholique, là, il y a plein de sous-branches pour des... On reconnaît Marie ou on reconnaît pas Marie, on reconnaît les saints. Il y a toujours des subtilités, puis ça fait des branches et des branches et des branches. Ouais. Mais dirais-tu que le cœur reste le même quand même pour tout musulman, ou tu pourrais dire que ça varie vraiment d'un musulman à l'autre aussi? Non, le cœur reste le même. Alors, il y en a qui vont avoir, encore une fois, des visions très rigoristes en disant non, c'est juste ça ici. Mais fondamentalement, la grande majorité... que je dirais silencieuse, des musulmans sont très, très tolérants. C'est vrai qu'il y a des musulmans que j'ai connus l'étaient énormément, oui. Parce que c'est pas le marquis de Sade qui avait dit que la tolérance, c'est la vertu des faibles, au contraire. Je pense que c'est l'aboutissement de l'éducation, c'est la tolérance. Plus on en sait, plus on réalise qu'on ne sait pas grand-chose, finalement. Oui, exact. Donc, j'ouvre ma perspective aux autres. Et je pense que c'est ça qui avait amené beaucoup de personnes en Occident, et on se rend compte aujourd'hui, est-ce que la tolérance légendaire de l'Occident est toujours là? OK, mais justement, ça amène à la fameuse question, parce qu'on a beaucoup, dans la société québécoise, du moins, là, je vais parler du Québec, là, mais je sais que c'est une conversation qui existe au Canada anglais aussi, mais
ou dans le reste du Canada, la question des accommodements raisonnables, la question de justement cette prière qui peut être faite parfois dans des lieux publics, ça peut occasionner de la gêne pour certaines autres personnes. C'est là que là, on se fait traiter d'intolérant alors que la pratique peut amener une certaine gêne. Qu'est-ce que tu penses de ça? La discussion, est-ce qu'on a le droit, premièrement, en tant que blanc non-musulman, de se positionner par rapport à ça? Est-ce qu'on a le droit de porter un jugement? Je pense que de nos jours, on a besoin que tout le monde ait une opinion, même si je ne suis pas d'accord avec toi sur certains sujets, Louis, j'accepte ce débat-là. Et c'est ça qu'on perd de nos jours. Et c'est ça qu'on a perdu de manière assez fondamentale ces derniers temps. Juste avant de répondre à ta question, je voulais apporter peut-être un point d'éclaircissement sur les sunnites aussi. Même sur les sunnites, on a beaucoup de branches différentes aussi. Mm-hmm. Donc encore une fois, j'insiste et je mets l'emphase là-dessus. L'islam n'est pas homogène dans sa pratique. Mm-hmm. Et l'islam dit « La ikrah din », il n'y a pas d'obligation en religion. Tu fais ce que tu as à faire et tu dois adapter. Alors moi, le Maghreb, de manière générale, dont je suis issu, je suis là depuis plus d'une trentaine d'années, mais le Maghreb dont je suis issu, elle est de courant malékite. Malékite, c'est un des plus anciens courants dans la religion musulmane. D'ailleurs, je ne peux pas entendre des fois quand j'entends les Mahométans. Les Mahométans, oui, ou ceux qui suivent Mahomet. Non, c'est islam. On ne suit pas une personne. D'ailleurs, l'islam, regardez ce point intéressant. Chez les Juifs, le judaïsme réfère à une région, la Judée. La Judée, oui. Christianisme réfère à une personne, le Christ, qui est reconnu chez les musulmans comme un prophète aussi, parce qu'ils font tous partie de Ahl Kitab, ceux qui font partie du même livre. Et l'islam, il n'y a aucune référence à un endroit ou à une personne. L'islam veut dire simplement soumission. Soumission à qui? Soumission à Dieu. Des fois, en Occident, j'ai l'impression qu'on n'aime pas être soumis. On déteste la soumission. On dirait que ça vient frotter. On dirait qu'ils ont bien aimé. Ça dépend pourquoi, j'imagine. On dirait que ça frotte l'ego, mais c'est vrai que ces derniers temps, il faut être docile, comme on dit certaines personnes. Mais bon, alors peut-être qu'on a plus de musulmans qu'on le pense. Peut-être. À la rigolade. Mais donc, le courant malékite est un courant d'une ouverture, une sagesse incroyable. Il y a on parle du terme al-qiyas. Qiyas, on l'utilise même dans le langage courant. Ça veut dire adapter les textes ou les façons de faire en fonction de l'époque et de l'endroit. Jamais rentrer en conflit, juste fais ce que tu as à faire. Attends, mais les textes ne sont pas adaptés? Non, le qiyas chez nous, ça veut dire qiyas, ça veut dire ajuste ta façon de faire. Ok. Le temps change. Les temps changent. OK, donc, si l'exemple du prophète qui s'est marié avec Aïcha à 6 ans, qui a consommé le mariage à 9 ans, et donc ça validerait la pédophilie, il y a des musulmans extrémistes qui vont appliquer ça en disant « Bon, ça vient de valider. » Selon toi, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Absolument. Les pratiques évoluent et les temps changent. Et le concept chez les Malékites, donc la grande majorité du Maghreb, on ajuste en fonction du temps d'aujourd'hui. On connaît les 5 piliers, ça c'est les fondamentales, c'est l'idéal vers lequel on voudrait tous tendre, mais en même temps, on doit le qiyas, on ajuste nos façons de faire en fonction de la réalité. Et encore une fois, pas d'obligation religion. D'accord? Donc, il y a un élément de tellement de grande tolérance que j'inviterai n'importe qui à passer du temps au Maghreb et vous allez voir que c'est pas rigoriste ou tranché tel qu'on nous le fait croire dans les médias de nos jours. Parce que, mais pour en revenir à la question sur les accommodements raisonnables, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves qu'on est allé trop loin dans les accommodements? Est-ce que tu trouves que la discussion a lieu d'exister? Toute discussion a lieu d'exister. Ouais. Jamais libre. Nous sommes libres et nous demeurons libres dans notre façon d'être. La liberté des uns s'arrête là où commencent les autres. Et ça, c'est très important. Et moi, je voudrais prendre un recul par rapport à ça et dire, j'ai constaté que cette problématique-là, elle se passe plus dans les pays francophones que anglophones. Ah ouais? Oui. Qui étaient les pays qui avaient voulu mettre des accommodements aussi rigides? La France. Ils ont même voté une loi, je pense, de mémoire, sous toute réserve pour le port. En fait, je pense que c'était une loi qui était juste hyper laïque. Là. C'était pas... On fait des lois d'aujourd'hui avec des exceptions. On prend une exception, on va l'amplifier dans les médias
On va laisser couler des fois de l'information pour l'amplifier, pour Ouais. mettre des lois qui concernent une ou deux personnes. Mhm. Et là, Un petit peu comme les transgenres. On reviendra là-dessus si on a à revenir. Mais c'est vrai que maintenant, on accommode beaucoup des infimes minorités. Et c'est là où ça devient dangereux. Ouais. Si on base une société sur que des exceptions. Ouais. Alors, combien de personnes étaient concernées par ça? Une infime minorité. Mais ça va occuper l'espace public de cette information-là, alors que les éléments les plus pertinents qui concernent les fondamentaux d'une société ne sont pas discutés. Qui serait quoi, selon toi? Qu'est-ce qu'on devrait discuter? L'éducation. L'éducation, coûte que coûte, là, mais on parle plus de religion, on parle du système éducatif. Là. Mais je vous donne un exemple très simple. La loi 15, pour moi, ça a été un choc. C'est quoi, là? C'est la primauté parentale? C'est La quoi? primauté, la Ouais. révocation de la primauté parentale au Québec. Peux-tu l'expliquer pour ceux qui n'ont pas vraiment... Peux-tu la C'est- survoler? C'est-à-dire, on a présenté la loi 15 en disant que, bon, c'était pour le bien de l'enfant et C'est ainsi de ça. suite. Exact. L'enfant a... Mais moi, je dis que l'État ou le système, l'école, son rôle, c'est l'instruction. L'éducation doit être réservée aux parents. Mais donc, Et là, maintenant, ce que... La loi 15, Ouais. oui, plus précisément pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire que maintenant, l'État a préséance sur les parents. C'est... On n'en a pas assez parlé de ça. On n'en a pas assez parlé, mais moi je dis que la voie, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais, c'est ça. Bien sûr, on a pris un exemple qui était, que Dieu ait son âme, la petite fille de Grand Bay, on a dit attention, mais c'était sous toute réserve la DPJ qui avait peut-être pas fait tout son travail, mais je ne veux pas pointer du doigt. On pourrait faire un gros dossier sur la DPJ. Je ne veux pas, je ne connais pas tous les détails de ce dossier-là, mais on a utilisé ça et on a dit, on a fait passer une loi. Mais les gens sont tellement occupés de nos jours qu'ils ne savent même pas ce qui se passe. Ben non, aucune. Puis il y a tellement aussi de diversion, puis de parasites, puis ça devient très difficile aussi d'aller à la source d'une vraie information. Mais donc, tu disais que selon toi, on devrait parler plus d'éducation, parler moins de détails comme le port du voile. Est-ce que pour toi, c'est un détail? Port du voile, alors ça, c'est un bon point que tu lèves, là, Ça a été beaucoup le centre de la discussion au Québec. Oui, hein? ben oui, justement, parce que c'est... n'oubliez pas que d'autres peuvent porter une kippa ou d'autres peuvent porter un, comment dirais-je, le petit poignard, c'est ici, que Dieu me pardonne, Je me souviens plus, le nom m'échappe soudainement, qui sont tous des signes religieux. Mais attends, la barbe. La barbe. Est-ce que c'est un signe religieux pour certains? On pourrait considérer pour ça. Mais voyez-vous les nombres de dérives qui peuvent être... une chaîne avec un petit pendentif, si le pendentif est caché... C'est correct. Là, mais s'il sort parce que je suis en train de... Tu joues au tennis, mettons. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Voyez-vous, donc là, on va commencer à occuper l'espace public avec des faux problèmes. Selon toi, c'est que le débat il n'y a pas moyen de trancher d'aucune façon. En fait, le moyen de trancher, c'est est-ce que ça touche la liberté des uns et des autres? Comme je vous ai dit, c'est un problème moi, que j'ai constaté qui était plutôt chez côté francophone qu'anglophone ou ailleurs dans le monde. La Belgique avait parlé aussi de mettre des lois de cette nature-là. La France, comme on l'a dit, le Québec, du temps de Marois, avait sorti la charte et ainsi de suite. C'est là qu'on a vraiment commencé à parler très sérieusement. Oui, mais on dirait, moi j'appelle ça le syndrome de Poulidor. Je ne sais pas si vous connaissez. Poulidor était un cycliste des années 50-60, très connu, qui est rentré dans l'histoire, mais qui n'a pas une seule fois gagné le Tour de France. Pourquoi il est rentré dans l'histoire? Il a été le constant 2e ou 3e, mais il a fait ça de manière régulière. C'est-à-dire quand on arrive très proche de la gloire, à un cheveu de la gloire, mais qu'on ne l'a pas. Et je pense que chez les francophones, il y a ce sentiment de « on l'a dominé » au XVIIIe siècle, les franco. Mais aujourd'hui, on ne domine plus autant, c'est les anglophones qui dominent. Et alors, il faut scléroser une façon de faire. Et je dis, dès que j'entends scléroser, formater, rigidifier, tout ce qui est rigidifié, c'est la mort. C'est un corps inerte, un cœur qui ne bat plus, c'est une personne morte. Donc, les cultures doivent constamment évoluer en fonction du temps. Et regardez le terme que j'ai dit, l'islam parle chez les Malikites de qiyas. On évolue, on ajuste en fonction des mœurs. Il faut toujours constamment adapter, évoluer. Et ça, c'est la définition de la vie. Parce que je pense que le monde francophone, sous toute réserve, c'est 300 millions d'habitants. 300 millions de personnes, je pense. Où ça? Le monde francophone au sens très large. Donc, le français
n'appartient plus qu'à la France. Ben non. Le français n'appartient plus comment dirais-je, au Québec. Sénégal, Maghreb et ainsi de suite. Les pays sont tellement diversifiés et il faut accepter qu'il y ait cette variation constante et les peuples francophones s'influencent mutuellement. Un Ivoirien va parler plus facilement, naturellement avec un Marocain qui va parler à un Québécois parce qu'on a quelque chose de commun, une langue. Mais on a des façons de faire différentes. Alors, il ne faut pas rigidifier la chose. C'est pour ça que moi je dis que cette dynamique-là, sur les accommodements raisonnables, c'est pour moi un syndrome d'un malaise de la perte de la place de la francophonie de manière générale. Alors on veut scléroser, et pourtant en faisant ça, on est contre même nos propres principes. Parce que c'est quoi le principe en Occident, au Québec par exemple? Ça devrait être la liberté. La liberté et la tolérance. Ça ne l'est pas vraiment. Là, exactement. N'oublions pas que le Canada a signé, déjà par la Constitution, garantit la liberté de culte, mais aussi, comme la majorité des pays, ce n'est pas tous les pays de l'Occident, ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit l'article 18? L'article 18, dis-moi, qu'est-ce qu'il dit, Shakib? J'ai pas révisé ce matin, ma chère. Il dit que les gens ont droit de pratiquer leur religion en privé comme en public. Alors moi, si je porte un signe distinctif, que certains diront que c'est un signe de religion, tant que ma relation avec la personne reste une relation légiférée, respectueuse dans les normes de la loi des pays dans lesquels nous sommes, j'ai respecté la loi. Le fait de porter ma kippa ou de porter mon voile, que certains diront un voile islamique, parce que la question du voile, l'islam n'a jamais dit de porter le voile en tant que tel, il a juste dit une certaine pudeur. Il y a même un passage dans le Coran qui, au départ, se référait aux femmes du prophète, puis après a été généralisé. D'ailleurs, il dit jilbab. Jilbab qui ne veut pas dire techniquement parlant, d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne dit pas voile. Jilbab veut dire comme une parure, un vêtement de parure, c'est pas voile. Jack Le Fou nous a annoncé que c'était pour se différencier des esclaves, c'était habillé différemment. Au départ, parce que mais ça c'est une pratique, alors voilà, ça c'est un très bon point. C'est une pratique, il y a très souvent, on va faire la confusion avec des pratiques séculaires et l'islam, ou des religions. Il y a des pratiques, effectivement, certaines femmes sortaient de chez elles pour différentes raisons, et mettaient ce voile-là pour ne pas être confondues avec des esclaves. Mais ça n'a pas à voir avec l'islam. Comme la circoncision n'a pas à voir avec l'islam. Mais ce serait l'origine du voile viendrait quand même de ce passage-là. C'est des éléments qui existent depuis toujours, antérieurs à l'islam. Oui, je comprends. Donc l'islam, quand il arrive, il doit y avoir une adéquation avec les pratiques locales, et certains, au bout d'un moment, avec le temps fait bien les choses, ou mal les choses, on confond des pratiques ancestrales avec des pratiques de l'islam. Et ça, c'est pas le cas. L'islam n'a jamais dit la circoncision. La circoncision, chez les hommes, n'est pas... Je vous donne une statistique intéressante. 2/3 des musulmans asiatiques ne sont pas circoncis. Mais je savais même pas qu'il y avait... Donc, ça veut dire qu'il y a un gros pendant qui est circoncis. Donc, j'aurais pensé... La grande majorité des musulmans sont... c'est surtout des Alors, juifs. mettons des chiffres. J'aime bien les chiffres. Alors, parce que les chiffres donnent des proportions. 20% des musulmans sont arabes. Ce qui veut dire que la grande majorité ne sont pas des arabes. Beaucoup d'arabes sont aussi chrétiens. Pas en Maghreb, plutôt en Proche-Orient. Alors... c'est seulement 20% qui sont des Arabes. Donc 80%, le pays qui a le plus de musulmans, c'est l'Indonésie. Il y en a vraiment beaucoup. Pakistan n'est pas très loin derrière. Donc juste ces deux pays-là, c'est un poids énorme. Il y a une bonne partie aussi bonne partie, c'est quelques millions, mais pour eux c'est des milliards. Mais des Chinois aussi sont musulmans, plutôt du côté ouest du pays. Mais tout ça pour dire une chose, que ce n'est pas un précepte écrit dans la religion, dans le Coran, qu'il faut être circoncis, par exemple. Mais
au point où les 2/3 des comment dirais-je, des Asiatiques. musulmans, des Asiatiques musulmans ne sont pas circoncis. Mais donc, il y a une interprétation quelque part des écrits qui dit « vous devez vous faire circoncire Non, je pense même pas que ça soit écrit. Je Non. le dis sous toute réserve, » non. OK. Mais c'est devenu une pratique quand même pour Mais les c'est musulmans. devenu une pratique, c'est effectivement. Ok. Au Maroc, je peux vous dire que la grande majorité, ce n'est pas tous les hommes, c'est une pratique. Et on va faire cette confusion avec l'islam et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis il faut faire toujours des distinctions entre des pratiques séculaires et les textes fondamentaux aussi. Tout en gardant que la ikrah fi din, il n'y a pas d'obligation en religion. On chemine. Mais si on prend l'exemple du masque, mon Dieu, le masque, pléonasme, pardon, le voile, on en a beaucoup parlé parce que c'est pour nous, les femmes, ce que j'ai reçu des féministes ici qui s'en faisaient vraiment un cheval de bataille, c'est parce que c'est un symbole d'oppression féminine, puis on va souvent associer certaines valeurs de l'islam, ou on pourrait aussi dire de bien des religions, là, la femme est rarement mise au stade de l'égal à l'homme, elle est souvent considérée comme inférieure à l'homme dans les grandes religions de ce monde, et dont l'islam, donc c'était ce sentiment que c'était un signe d'oppression de la femme, et donc là on parlait plus de liberté, on parlait d'un endoctrinement depuis la tendre enfance à se faire répéter constamment que la femme est un objet de désir, qu'elle va éveiller le désir des hommes et qu'elle porte la responsabilité de ne pas les éveiller. Épître aux Corinthiens, Nouveau Testament. Il est marqué que la femme a été créée pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. Ça, c'est la religion chrétienne. Ah, mais je suis pas plus d'accord avec ces écrits-là. Mais non, mais vous allez voir. La côte de l'homme, c'est quoi cette histoire? Vous allez voir où je m'en vais avec ça. C'est même marqué chez l'Épître aux Colossiens. De mémoire, je crois. Soyez soumis à vos maris, c'est marqué quelque chose comme ça. Mais si vous sortez des phrases hors de leur contexte, moi je dis très souvent, pour avoir débattu quelquefois quand j'étais dans des débats avec politiques, on vous donne 1 minute, 2 minutes pour répondre. Vous avez l'audience devant vous à qui il manque une grande partie de l'information que vous avez. Vous vous censurez vous-même. Parce que vous savez que si vous répondez avec, peut-être, je dirais pas avec l'ampleur de la connaissance que vous avez, et encore une fois, je le dis avec toute humilité, vous allez perdre l'audience que vous avez en face de vous. Donc c'est à peu près ça aussi qui arrive avec la religion. Si on sort une phrase de son contexte, là, si quelqu'un disait cette phrase, dire ouf, le Nouveau Testament. Même l'Ancien Testament, même l'Ancien Testament, ou bien l'islam. Pourquoi on va focuser surtout sur l'islam? C'est facile, hein? C'est très facile de focuser. Alors, je vais aller sur une autre dérive et je vais revenir là-dessus, sur ce que je disais. Je pense que je t'en avais parlé à un moment, c'était l'expérience de Laborie. Oui, je pense que tu m'en as parlé quand on s'est parlé au téléphone. Ouais, l'expérience de Laborie, elle se fait en 3 temps avec les rats. Et je vais faire le parallèle avec ce qui s'est passé. Vas-y, ouais. On prend un rat, on le met dans une cage ou dans un enclos où il y a une séparation. Il y a un passage entre les deux endroits. Le rat, il reçoit des chocs de temps en temps dans une pièce et il va comprendre qu'il faut aller dans l'autre pièce pour ne plus recevoir d'hommes. Il est bien, il est tranquille, il a compris la situation, il peut bouger comme ça. Deuxième étape, on le remet dans ce même enclos, la porte est là, mais elle est fermée. Et là, il reçoit de temps en temps ces chocs électriques et il n'a pas d'endroit où aller. Et là, on voit une répercussion sur sa condition personnelle, sa santé. Plusieurs de ces éléments commencent à être dégénérés. Il y a donc un effet psychosomatique. Ouais. Il commence à avoir des problèmes de santé, il y a des maladies qu'il rattrape et tout. Son poil devient incroyablement mauvais. Pauvre petit rat, effectivement. Troisième étape, il les remet dans la même condition, pièce fermée, donc la séparation n'étant pas là, mais il met 2 rats. Et qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant. Vengeance! Il y a un des rats qui va commencer à frapper l'autre en pensant que c'est lui la cause de tous les problèmes. L'enfer, c'est l'autre, Sartre. Et c'est ça. Et ce rat-là qui frappe l'autre n'aura pas ces problèmes psychosomatiques. C'est un peu ce qui s'est passé. En plus, c'est positif pour son bien-être. C'est positif pour son bien-être. Incroyable. Pensez pas qu'il y a un parallèle avec ce qui s'est passé avec... On pourrait en faire beaucoup des parallèles avec les dernières années. Les dernières années? Ouais. C'est les non-vaccinés, ou d'ailleurs c'est très réducteur, vaccinés ou non-vaccinés. C'est très réducteur. Non, c'est pas ça. Mais on a créé des pôles de personnes où les gens étaient enfermés chez eux, ne pouvaient rien faire et ainsi de suite, et donc transférés pour leur propre santé mentale et autres, et psychosomatique, leurs problématiques en identifiant un groupe. Tout ça aidé par des médias. Ouais.
Donc, selon toi, les musulmans sont dans cette même oui, c'est facile. bataille. Très souvent, on va faire passer et ainsi de suite en disant l'islam a dit, l'islam a fait. Et encore une fois, je vous ai dit, la plus grande force et la faiblesse de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de représentant tel que le Vatican. C'est une force, mais ça peut être une faiblesse. Alors, c'est ça qui se passe, je pense. Pourquoi vous êtes les boucs émissaires, selon toi? Je ne sais pas. Non. Est-ce qu'il y a des agendas derrière ça? Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Je C'est sûr que le 11 septembre est quand même un événement marquant où je dirais qu'il y a une tournure dans le terme islamophobie ou comment la société s'est mise à voir même le Allahu Akbar comme quelque chose de menaçant. Il y a eu en tout cas, une grosse désinformation, je dirais, qui a pu être une propagande contre l'islam. Que moi, j'ai perçu à partir... Mais j'étais jeune, là, j'avais 15 ans pendant le 11 septembre, fait que j'avais pas toute la perception complexe du monde géopolitique, mais selon moi, c'est là qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On peut en parler longtemps. Ouais, le 11 septembre. Les incohérences, elles sont là factuellement. Il y a plein d'éléments. L'histoire qui nous a été vendue est vraiment incroyable. On a fêté encore l'anniversaire récemment, puis je pense, en tout cas, voir mes réseaux sociaux, de plus en plus de gens s'accordent pour dire que l'histoire officielle est mensongère. Mensongère, elle est plus que boiteuse et mensongère. Je pense qu'il y avait des éléments derrière, on ne va pas en discuter parce que j'ai pas toutes les informations, mais il y a beaucoup factuellement des éléments qui nous laissent perplexes par rapport à toute cette histoire qu'on nous a servi. Mais c'est bizarre que c'est arrivé 2001, 9/11, mais on dirait qu'on est sorti, on avait besoin de remplacer l'URSS par un nouveau entre, et ça a été le monde musulman qui, dans sa globalité, n'a pas de représentant officiel en tant que tel. Donc, c'est une façon facile d'identifier l'autre. C'est intéressant. Un peu comme l'ennemi invisible qui était le terrorisme dans ces années-là, ou qui n'est pas géographiquement identifiable. C'était la même chose avec le virus dans les dernières années. Un ennemi invisible qui peut être partout et nulle part à la fois et qui peut créer calomnie dans votre existence. C'est le danger d'un ennemi invisible qui est juste une entité abstraite ou un sac fourre-tout, en fait. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est un peu le phénomène qui arrive avec... Absolument, c'est un peu ça qui se passe. Mais moi, je voudrais que l'Occident soit en phase avec les valeurs qu'il représente, la liberté. Hein. On a signé on a une charte qui dit qu'on est libre de comment dirais-je, on a une liberté de culte et qu'on a signé la déclaration la Déclaration universelle des droits de l'homme. Soyons, comment dirais-je, dans cette lignée de ces signatures-là. Parce que là, ce qui se passe en Occident, très souvent, le monde est en train de se réveiller. L'Occident commence à être très, très, comment dirais-je, c'est le terme, a beaucoup de dettes. Et le monde commence à se réveiller, on voit que l'Occident qui a un double langage, de plus en plus. Et ça, je le constate, les gens le disent de plus en plus. L'Occident, c'est le double langage. On est donneur de leçons à travers la planète, mais on ne respecte pas les fondamentales qui sont. On l'a vu clairement ces dernières années. Et moi, je dis, si la personne veut manifester sa foi dans l'espace privé et public, qu'elle le fasse. Moi, je ne le ferai pas comme eux, mais je respecterai leur volonté. Et le point le plus intéressant, c'est que très souvent, ces femmes-là ne sont même pas conviées à cette conversation-là. Parce que le plus grand drame, hein, il faut savoir tolérer mon intolérance. Jules Renard. C'est ce que j'entends. Ces femmes-là, on leur dit « Non, il ne faut pas porter le voile et ainsi de suite ». Mais vous lui avez posé la question mais je pense que les femmes ont pris part à cette discussion-là quand même dans la sphère publique. Très peu. Mais pour moi, c'était une discussion qu'on avait à table. Là. Toutes les femmes ont... Non, celles qui portaient le voile, très peu. Je sais pas. Moi, si tu me posais ma question, moi, je dirais non, ne le porte pas, mais c'est ton choix. Il t'appartient. Je suis très, très, comment dirais-je, tolérant dans ma façon d'être. Il t'appartient. Est-ce que ça a un impact sur ma vie que tu le portes ou tu le portes pas? Non. Pourquoi? Moi, une personne qui serait surtatouée, c'est à peu près la même chose. Ouais, on peut avoir une opinion après. On peut avoir une opinion. J'ai une opinion. Je peux l'avoir. Je ne la partagerai pas. Oui, c'est ça. C'est aussi ça va peut-être faire de la peine si tu dis. Il a payé cher pour ses tatous. Oui, mais il faudrait laisser la personne être elle-même. C'est ça la fondamentale de l'Occident. Je ne veux pas me répéter, mais ma compréhension de ceux qui
qui étaient plus contre le voile, comme Jack Le Fou qui était ici, c'est que c'est l'endoctrinement sous-jacent à ça qui met dans la tête d'une jeune fille, dès sa tendre enfance, qu'elle est moindre à l'homme. Alors que dans la religion, par exemple, catholique, on va moins... On dirait que cette religion-là a plus évolué, puis c'est rare qu'on va dire, tu sais, t'as été faite de la côte de l'homme, alors rappelle-toi que tu es inférieur à l'homme. Il n'y a plus vraiment ces enseignements-là qui se font, alors qu'il semble avoir une portion des musulmans qui continuent, comme l'autre fois, je sais que je l'ai peut-être donné à mon podcast, l'exemple, mais pour moi, c'est l'exemple le plus récent qui m'a confrontée à mes propres valeurs d'occidentale et maman. On était dans un lieu public cet été, puis il y avait une femme qui portait le niqab. Puis moi, je l'ai vu, puis ça m'a tout de suite choquée parce que ça me choque de voir le niqab. C'est comme ça, je suis désolée, mais oui, ça me choque. Puis ma fille, qui a 4 ans, j'ai vraiment... Intérieurement, je me suis dit, j'espère juste qu'elle va pas, parce qu'elle est dans sa phase du pourquoi depuis 1 an et demi, là. Puis je me suis dit, j'espère qu'elle va pas me dire pourquoi la madame est habillée comme ça. Parce que je voyais pas comment j'allais expliquer à ma fille, ben dans certaines cultures, il y a des femmes qui pensent qu'ils peuvent pas être vues en public. Je voyais pas comment... Parce que là, ça l'a ramené dans toute la question de « Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a de pas correct? Nous, les femmes, pourquoi qu'il faudrait se cacher? » Puis les gars le font-tu? C'est sûr que ça s'en allait. Tu sais, j'imaginais déjà toute la discussion que j'allais avoir avec ma fille. Tu comprends-tu? Ouais, je vois, tu veux en venir. Mais moi, je veux dire, parlons chiffres. Combien porte le niqab? Ben, c'est sûr que c'est une minorité, mais... C'est une super minorité. Mais il y a des pays où ça ne l'est pas quand même, là, si on voyage. Même dans les pays où on va faire la surpromotion, je ne sais pas. C'est sûr, je ne parle pas des fondamentalistes. Là. Faut bien comprendre encore. Je reviens sur ce que j'avais dit au départ. Chez les sunnites, les malikites, par exemple, du Maghreb, sont très ouverts. Mais il y a un cours... Et les malikites, c'est parmi les plus anciens. On est quasiment au début là, de la propagation de l'islam. Mais le wahhabisme... qui est un courant sunnite aussi, qui vient de la famille Wahhab, d'Arabie Saoudite. Ils sont très rigoristes. Ils ont une interprétation extrême. Ouais. Et je m'associe pas à cette façon de voir les choses. Ouais. Maintenant, est-ce que je vais rentrer en conflit avec eux? Mais n'oublions pas que peut-être ils ont des moyens pour pouvoir faire... Accepter au reste du monde une certaine... Des moyens même, oui. Ouais. Donc, le niqab, c'est pas un précepte de l'islam. Non, c'est ça. Pas du tout. Mais si la personne veut le porter, qui suis-je pour lui enlever? Absolument. En fait, c'est que j'ai des doutes qu'on puisse... Est-ce qu'on voulait se faire injecter un traitement expérimental à ARN messager qui peut occasionner votre perte de stérilité, votre stérilité, myocardite, péricardite, zona, etc., etc. Je pense que les gens se sont fait répéter sans arrêt une information et continuent dans un sens. Une femme qui va porter le niqab ou la burqa ou peu importe, je pense qu'elle le fait parce qu'elle s'est fait répéter constamment une information. Puis moi, je viens d'un monde où cette information-là rentre en contradiction avec son savoir et ses connaissances. Donc, c'est plus là où il y a une réaction, je pense, à l'islam, parce que moi, j'ai voyagé énormément dans des pays musulmans, l'Indonésie. Puis l'Indonésie, les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a des zones d'Indonésie qui sont très conservatrices. C'est vrai. Même que le gouvernement est très, très conservateur. J'ai été en Égypte, justement, j'ai eu des conversations passionnantes avec des soufis, avec des femmes, justement, qui vivaient au Caire. Il y a beaucoup de fondamentalistes au Caire, mais en même temps qui, elles, portaient pas le voile, puis m'expliquaient pourquoi, parce que c'était tellement riche. Puis c'est ça, je me disais, on peut pas trancher, parce qu'il y a toutes sortes de perceptions, puis... mais la vérité, je pense que la réaction va être forte, parce que c'est choquant de voir une femme porter un drap, puis essayer de manger dans un lieu public en sortant la main, puis en essayant de... Ça, c'est encore une fois, Héloïse, l'exception, la grande exception. Parce que mais c'est de ça qu'on parle généralement. Certains vont porter juste le hijab qui est autour du visage. Ouais. Encore une fois, moi, je ne serai jamais un dictateur dans ma façon d'être. Si elle est confortable dans cette façon de porter, je la respecte. Comme la personne qui veut se surtatouer, je le respecte. C'est son choix. La liberté avant toute chose. Cette liberté-là ne vient pas m'atteindre. Tant que cette personne-là va se respecter conformément aux lois de nos sociétés dans lesquelles on vit. Le fameux qiyas dont je parlais. C'est ça le plus important. C'est là où ça rentre en politique que ça devient peut-être un peu plus délicat. Oui, parce que qui sont derrière moi, je poserai une question générale et j'y répondrai pas.
Mais qui est derrière, par exemple, tous ces courants Daesh et ainsi de suite? Comment des gens, du jour au lendemain, se retrouvent avec des armées, des tanks et des chars? Posez-vous la question. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Hein? Vous aurez certaines réponses qui viendraient des États-Unis, de certains chefs. Il y a des enregistrements assez éloquents là-dessus. Mais c'est pas... Donc, il y a des gens qui créent ces divisions-là, qui veulent créer ces divisions-là, parce que dans ces divisions-là, ça occupe les gens. Et les vrais agendas sont poussés en douce par en dessous. Oui. On est toujours manipulé. Hein. Il y a tellement de... On a touché quand même un peu... Tu parles de liberté depuis tantôt, puis c'est un fondement qui a l'air être important dans ta vie. Je te connais, je le sais. Et on a eu nos libertés ont été bafouées, particulièrement dans les dernières années. Ça t'a amené même à décider de te présenter en politique. Oui. Je vais quand même l'expliquer parce que j'ai été trollée, j'ai été vraiment harcelée de recevoir certains politiciens. Si j'ai dit non, on m'a vraiment intensément, j'ai dû bloquer des gens. Là, c'était vraiment intense le trolling. Je ne reçois pas de politiciens à mon podcast parce que je ne veux pas être associée à aucun parti politique. Je n'ai aucune allégeance politique. Je vais vraiment le dire fermement. C'est important pour moi d'être claire par rapport à ça. Je me suis même obstinée avec véhémence avec Naomi Wolf sur mon podcast qui, elle, considère que tout le monde devrait s'investir en politique puis qui était fâchée après moi de ne pas le faire. Puis j'étais comme, t'es qui? Tu savais même pas j'habitais où il y a 2 minutes, là. Puis là, maintenant, t'es enragée après moi parce que je ne m'investis pas assez. Donc, il y a des gens pour qui... c'est important de s'investir en politique. Là, tu ne l'es plus, tu n'es pas candidat, tu ne fais pas campagne. Donc, je te parle vraiment comme mon ami, mais j'aimerais ça, justement, qu'on parle de ton implication parce que je t'ai admirée de le faire parce qu'on s'est tous posé la question. Je parlais aussi à Anne Casabonne qui elle hésitait, puis à un moment, elle s'est dit, je pense que je vais le faire. Éric m'en a parlé, puis Éric Duhem, puis elle s'est dit, elle était rendue à un point qu'elle s'est dit, je vais m'engager. Puis je respectais son engagement parce que je me disais, ça va au bout de ses convictions. Elle se dit, il faut qu'il se passe quelque chose, je le fais. Elle n'était pas politicienne du tout, toi non plus. Explique-moi un peu ta démarche derrière ça. Oui, on dit qu'on est tous avocats, mais on devient juge avec le temps. Hein? C'est parce qu'on est avocat, parce qu'on est revendicateur, et c'est bien de revendiquer. Et je pense que c'est nécessaire de revendiquer. Toute société sainte devrait avoir des espaces de revendication et de discussion. Dès qu'on enlève ça, on tombe dans un schéma d'autorité néfaste à long terme. Beaucoup de personnes viennent de partout dans la planète, dans ces pays, le Canada étant une fer de lance, parce qu'on nous vend le rêve que c'est une terre de comment dirais-je, libertaire, d'ouverture, c'est de tolérance, les écrits sont là, la Constitution est là, tout est beau. Mais maintenant, dans l'application, c'est une autre chose. Ouais. Mais je constate, et à regret, les gens sont tellement occupés, et je veux blâmer personne encore ici, qui n'ont peut-être pas le temps de le faire, et qui s'aveuglent en disant, bon, tant que ça ne me touche pas, ça ne vient pas me chercher. C'est ça, c'est l'égoïsme de nos sociétés occidentales. Égoïsme, le terme est fort. Moi, je le trouve très égoïste, mais pourquoi trouves-tu que c'est fort? Parce qu'il y a des gens qui veulent le faire, mais qui... toutes sortes de personnes, mais qui n'ont peut-être pas le côté articulé ou le côté... ou le temps même nécessaire pour pouvoir s'impliquer, ou des gens trouvent qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations et pourraient tergiverser. Ouais. Mais moi, je dis, viens avec le peu d'informations, parce que personne n'a toute l'information et personne ne l'aura. Mais travaillons ensemble. Mais moi, ce que je veux dire, une chose très importante, c'est qu'on ne vit pas en démocratie telle qu'elle. Ça va choquer certains que je dise ça. Parce moi, ça ne me choque pas. Ça fait longtemps que je le dis, mais pourquoi? Pourquoi, selon toi? Parce que si on fait très souvent référence à la démocratie athénienne, hein, on dira la démocratie. Qu'est-ce qu'il y a à la démocratie, fondamentalement? La séparation des pouvoirs. Ah, la séparation des pouvoirs. Ça, c'est la fondamentale de toute démocratie. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, législatif et les médias. Les médias, certains l'appellent le 4e pouvoir, je suis d'accord. Ouais. Mais si on reste les 3 pouvoirs. Les 3 pouvoirs de départ, ils étaient séparés. Ils ne sont pas séparés de nos jours. Regardez au Québec particulièrement. C'est qui les députés? Les députés sont 125. Ils ont le pouvoir législatif de voter des lois. Hein, l'ecclésia chez les Grecs. Ils étaient 6 000, il y avait je pense 40 000 ou 50 000 citoyens, mais il y avait 6 000 qui se mettaient sur l'agora, ils faisaient l'ecclésia, ils votaient des lois. Alors ceux-là votent des lois pour nous.
D'ailleurs, c'est intéressant. On n'a jamais eu le pouvoir de vote. Jamais. On est a le zéro pouvoir, impliqué. on a le pouvoir d'élection. Et le pouvoir d'élection, c'est justement l'absence du pouvoir de vote. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient accaparer notre pouvoir de vote pendant 4 ans. Oui, parce qu'une fois qu'on les a mis au pouvoir, là, ils font ce qu'ils veulent. Puis souvent, ils n'écoutent pas le peuple parce qu'ils font des lois qui vont à l'encontre de ce que le peuple veut. Il faut nuire à la voiture. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelqu'un avait dit ça, le maire Ferrandez. Ah mon Dieu. C'était ça qu'il voulait. Ah, mais c'est tellement ça qu'il a fait sur le plateau, en tout cas. Il l'a dit de ses propres... Il a nuit à la voiture. Il faut nuire, il faut mettre des données, il faut rendre difficile. Mais pourquoi faut-il faire ça? Est-ce que ça a été le mandat pour lequel on a voté? Ben, lui, c'est clair que c'est pour ça qu'il est là. Hein. C'est pas... Donc, pas subtil. pour reprendre ce que tu viens de dire, est-ce qu'ils sont... Ben, juste, Legault avait dit qu'il ferait le 3e pont. Ben, mais puis avant même, il avait dit qu'il allait réformer la façon qu'on vote par proportionnel. Puis un proportionnel, il l'a dit, il l'a écrit, il l'a signé. Et après... Donc, voyez-vous, déjà, l'Ecclésia qui représentait les peuples lui-même, qui venait voter lui directement, on ne l'a pas. Ça, c'est le premier point. Mais dans la même assemblée nationale qu'ils appellent, on devrait dire l'assemblée législative réellement, pas nationale, législative, soyons précis, ces gens-là ont le pouvoir exécutif. Les ministres, c'est le pouvoir exécutif. C'est eux qui gèrent les finances, qui gèrent la sécurité, qui gèrent ainsi de suite. Alors que chez les Grecs, c'était un autre groupe. On devrait les séparer. Je pense que c'était la boulée. Oui, voilà, c'était la boulée. C'était un groupe qui gérait. Et chacun de ces gens-là était tiré au hasard. Parce que je vous dis une chose, quand vous faites une campagne électorale, pour en avoir fait, on fait des promesses constamment. Donc, on a déjà corrompu nos actions futures d'une façon corrompue. Hein, c'est une image. Hein. Donc, eux, ils étaient tirés au sort. Et pour finir, le pouvoir judiciaire, lui aussi, était séparé. Ils étaient, ça s'appelait le terme va me revenir. Mais nous, le Premier ministre, c'est lui qui vote certains hauts magistrats et ainsi de suite, qui les positionne. Donc voyez-vous que soudainement, dans le même endroit, tous les 3 pouvoirs sont rassemblés. C'est comme En fait, ça amène vraiment des dérives. Je vous fais un parallèle avec les Américains. Les Américains ont le Congrès, d'accord? Ils ont le Sénat, la 2e chambre. Mais ils ont ceux qui font le pouvoir exécutif, Secretary of State, Secretary of... ils ne sont pas des gens du Congrès. Non, eux, ils ont séparé. Différent. Eux, ils l'ont séparé. Eux, ils sont plus proches du modèle athénien que nous le sommes. Donc voilà, je disais, est-ce que nous sommes en démocratie? Même structurellement, nous ne le sommes pas. Maintenant, dans la réalité de tous les jours, il est très difficile d'avoir une discussion, même parce que le 4e pouvoir, comme tu disais, il y a une seule pensée qui est véhiculée. Voilà, il nous a failli, il y a une seule pensée et il faut s'inscrire dans cette pensée-là. Et si on veut débattre, on devient quelqu'un qui dérange. Au contraire, c'est ça l'essence d'une société saine. Mais déranger, ça ne devrait pas être considéré comme un crime non plus. Là, mais non, dérangement au contraire. Parce que plusieurs cerveaux ont toujours une meilleure réponse qu'un seul, aussi brillant soit-il, ou soit-elle. Puis, donc, tu as décidé de partir en campagne. Peux-tu dire c'est quoi, c'est à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, tu t'es dit il faut que je fasse quelque chose? Mais quand j'ai vu que beaucoup de nos libertés fondamentales étaient quand même assez touchées par ça, je me suis dit c'est pas normal. On nous oblige des choses qui sont basées sur une perception. D'ailleurs, moi, j'ai un réflexe très souvent. Dès que j'ai de l'émotion pour avoir fait du marketing, moi aussi, quand on a un produit qui est un peu faible, on va essayer de le vendre avec beaucoup d'émotion. D'accord? Donc, si on nous met de l'émotion à longueur de journée et ainsi de suite, et j'aimerais attirer sur le fait qu'il y a un rapport qui est sorti sur toutes les hospitalisations en 2020, et que la proportion de toutes les hospitalisations qu'il y a eu au Québec, le chiffre était très similaire en France. Ça, c'est factuel. C'est seulement 2% qui avaient été admis dans les hôpitaux pour la COVID. Ah bon? Moi, ça ne me surprend pas vraiment. Donc, réellement, quand on nous a vendu l'émotion à longueur de journée,
D'accord, moi, si tu veux le prendre, le vaccin, et ainsi de suite, je te respecte dans ton choix. Mais j'ai jamais entendu, moi qui suis dans le domaine médical, qu'on me dise qu'on se vaccine pour les autres. Ça, c'est... J'ai jamais entendu ça, moi non plus, avant. Donc, c'était assez farfelu. Mais ça a été vite accepté, par exemple, comme mais il faut respecter le choix des autres. Parce que combien de fois dans l'histoire, et les exemples pullulent, où des gouvernements se sont trompés allègrement. Oui, c'est sûr. Ils n'ont pas du tout planté leur drapeau dans la vérité absolue. Mais en fait, j'entends... Juste par sagesse, hein, je parle. Oui, juste par sagesse. Mais en fait, j'entends tout à fait ton respect du choix de l'autre. Moi, là où je considère que c'est même plus une notion de respect ou pas, c'est une notion de... Oui, mais l'information, elle vient d'où? Puis est-ce qu'ils ont quand même fait le bon choix? C'est plus moi, si je parle à quelqu'un qui est vacciné, j'ai aucun jugement à porter. Tout le monde est libre de son choix. Absolument, tout le monde est libre. Mais par contre, si moi, je choisissais de le refuser, j'aurais pas dû risquer de perdre mon emploi, perdre ma garderie, perdre aussi tout ce qui venait avec, là, le caractère, l'assassination publique à laquelle on pouvait être exposé, tout ça. C'est plus cette notion-là de me dire, est-ce que c'est normal qu'on soit rendu à un point tel que on va chercher de se faire un traitement expérimental qui peut mettre notre vie en danger tant qu'on nous l'a vendu par des gens qui sont payés par nos poches. Tu sais, c'est quand même... Je vais vous donner une information qui est souvent très peu promue en ce moment, ces temps-ci, mais il y a des États américains, le Kansas étant le premier, qui a été rattrapé par d'autres États, qui poursuit aujourd'hui Pfizer pour fausse représentation. représentation. En fait, parce que finalement, c'était pas un vaccin. Donc, ils détruisent le fait que c'était un vaccin. Juin 2024, ça c'est tout. Ouais. Ça, pourquoi au Québec, on n'en a pas beaucoup entendu parler? Pas, en fait. Donc, ça devrait, parce que la vérité, généralement, prend l'escalier. Mais tu penses qu'elle va quand même arriver un jour? La vérité vient toujours. Je sais pas. Humblement, la vérité nous rattrape toujours à un moment ou à un autre. Je pense, parce que, et encore une fois, qu'est-ce qu'une vérité? La vérité est toujours elle n'est jamais absolue, elle est toujours dépendante d'un référentiel. Tu penses? Il n'y a pas de vérité absolue? Moi, je pense pas qu'il y ait de vérité absolue. Il y a un débat à voir là-dessus aussi. Oh, ça serait bien, hein? On pourrait parler du 5e postulat, hein? Je sais pas. C'est trop loin pour moi. Non, mais en fait, je commence à me dire qu'il doit y avoir quelque part une vérité absolue. Peut-être dans la foi. Peut-être dans la foi, oui. C'est souvent dans la foi que ça passe, en fait. Peut-être dans la foi. Oui. Et c'est pour ça que je ferais le pari de Pascal, je préférais croire que ne pas croire, moi. Oui, moi aussi. Ouais. La vie doit être vraiment, vraiment... En fait, il ne doit aucun sens à la vie si tu ne crois pas. Là. Non, c'est sûr. Puis le sens est important. Mais donc, comment tu as aimé ton expérience de vivre? C'est très bien, parce que moi, je pense, dans le parti dans lequel j'étais, est-ce que j'ai le droit de le dire? Oui. C'est très surprenant, il était dans le Parti conservateur. Non, parce que puisque ta position fondamentale est de ne pas accepter des politiciens, mais je pense que là, on a une conversation générale. C'était le seul parti qui voulait remettre les libertés de l'avant. D'ailleurs, le slogan était « Libre chez nous ». C'était notre chef Éric Duhem a été a affirmé beaucoup ça. Bon, il l'a échappé un petit peu. Certains disent ça, mais bon, c'est la politique, c'est pas évident. Hein. C'est ça. Juste pour ça. Une chose que je vais dire avec le recul, c'est que j'ai appris une chose. Je ne juge plus maintenant un politicien par une phrase ou pour un moment qu'il a dit. Je vais juger la globalité. Ouais. Parce que je vous assure que dans certaines situations, vous devez vous retenir. Parce que l'audience que vous avez devant vous n'a peut-être pas la profondeur d'information que vous avez. Ça, je l'ai constaté. Donc, je juge maintenant quelqu'un dans sa globalité, pas dans un élément particulier. Ceci étant dit, libre chez nous, je pense que c'était un slogan fantastique de le dire parce que c'est ça qui venait me chercher. Moi, quand j'ai vu que quand on avait un couvre-feu en plein hiver, c'est sur la base de quoi? Ou quand on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, à chaque fois, moi je reste factuel, je suis un scientifique de formation. Scientifiquement parlant, sur la base de quoi vous me dites des choses pareilles? On n'avait aucune réponse scientifique. Non, c'est ça. Alors on suit la science, c'est absolument faux. On ne peut pas... D'ailleurs, j'espère qu'il n'y aura jamais de consensus en science. Parce que l'absence de consensus, c'est ça qui fait que les sciences évoluent. Ce qui était vrai hier deviendra faux aujourd'hui parce que la science a évolué. D'ailleurs, ça vient toujours de la périphérie. Tout changement et ainsi de suite vient toujours de la périphérie. Des gens qui viennent toucher à un dogme, bien sûr, c'est comme toujours, ils sont refusés au départ, puis après,
comment dirais-je, ils vont être revisités, puis après on va dire oui, c'était quelque chose d'une évidence, absolument. Mais ça prend son temps. Ouais, ça prend l'escalier. Ça prend l'escalier. Puis finalement, est-ce que tu as considéré continuer ton implication politique ou ça a été... Je pense que je vais rejoindre Naomi Wolf là-dessus. Ouais, ok. Tu vas sûrement être plus poli qu'elle en me le disant, par exemple. Non, mais je serai toujours dans la nuance moi-même. Oui, parce c'est que ça. je sais que plus je sais rien, mais je serai dans la nuance parce que je pense qu'on devrait tous être un peu politisés à quelque part, avoir cette facilité d'ouvrir la discussion et de dire écoute, il y a un élément ici, parce que j'ai appris une chose, apparemment 40%, c'est des études qui disent ça, ça prend 4 personnes ou 3 personnes de votre entourage qui viennent toucher un dogme que vous avez au fond de vous pour que vous commenciez à vous éveiller à une vision différente. Donc moi, c'est très salutaire d'avoir ces discussions-là au sein d'une société vive et qui grandit. C'est comme un enfant. Ça prend constamment des éléments, on fait des erreurs et on avance. Mais il faut avoir la subtilité d'accepter ça. Donc, tu regrettes pas... Aucunement. Bon, tu as perdu les élections sans grande surprise. Il n'y a personne, même Éric Duhem n'a pas réussi à rentrer, mais ça a été quand même une expérience positive pour toi, tu dirais. Très positive. On rencontre des gens très, très admirables. D'ailleurs, je pense qu'il y a un élément dans le parti dans lequel on était. Moi, je pense qu'on ne devrait jamais faire une carrière en politique. Non. C'est dangereux de ce terme carrière parce que quand on dit carrière, on pense à soi avant de servir le peuple. Parce que n'oublions jamais. Ouais, c'est ça. On s'éloigne de l'esprit de ce qu'est la démocratie. De départ. Une chose que j'ai bien aimée avec le Parti conservateur, c'est qu'on avait le droit d'être en désaccord. Et il n'y avait pas de problème là-dessus. Il n'y avait pas de ligne rigide du parti. Et on a eu des gens de tout horizon, toute personne. Ça a été un mouvement assez ouvert de personnes avec différentes visions qui sont mis ensemble. Hein? Parce qu'ils sentaient qu'il des fallait péquistes qu'ils avec des libéraux, des anciens péquistes avec des anciens libéraux, la main dans la main, allons-y, parce qu'il faut défendre ces fondamentaux. Ces fondamentaux qui font les sociétés de nos jours. Oui, les fondamentaux qui, encore à ce jour, certains n'admettent pas qu'ils ont été compromis. C'est très dur, mais ça prendra le temps que ça prendra. Ouais, t'es optimiste? Toujours. Oui, c'est parce que t'es musulman. Peut-être. Peut-être. J'essaie de rester optimiste, mais parfois, en tout cas au Québec, je trouve, parce que toi, tu es moitié algérien, moitié marocain, mais ça fait très longtemps que tu es au Québec. En fait, oui, c'est vrai, ma mère est algérienne, mais elle a grandi au Maroc, elle est née au donc Maroc. T'es né au Maroc. Je dirais que oui, je suis officiellement, j'ai un peu des deux, mais mon identité est plus marocaine qu'algérienne, mais il n'y a pas de différence, c'est le même peuple. C'est vrai. Puis, donc, tu es arrivé au Québec, mais quel regard tu portes sur le Québec, toi qui as vécu ailleurs, qui a une culture différente quand même? Est-ce que tu trouves qu'on vit... On parle souvent du dôme, puis j'en parle souvent, là, mais bon... Je pense qu'il y a ça, oui. C'est quoi ta perception du Québec par rapport à ses libertés, par rapport à ça, là? On va utiliser une expression très québécoise, on se pète les bretelles un peu trop souvent au Québec. C'est vrai, on pense qu'on a tout compris et que ça se passe que comme ça. Mais va en Corée du Nord, si t'es pas content. Tu vas voir qu'on est bien au Québec. Oui, ça c'est un exemple Non, mais il faut aller voir un peu ailleurs. J'ai eu le privilège d'avoir un père pilote, donc ça m'a permis de voir beaucoup dans le monde. Même quand on est jeune, on comprend pas forcément tout, mais avec le temps, ça vient nourrir une faculté de réflexion qu'on a en soi. Et il y a de belles choses au Québec, il y a de belles choses au Canada. Les deux solitudes devraient se parler. En fait, on a plus de points communs qu'on le pense. Hein. Quand je vois un Québécois aller en France et penser, je pense qu'un Québécois a plus de points communs avec un anglophone du pays qu'avec un francophone. La langue est la même, mais il y a beaucoup de nuances différentes là-dessus. Mais donc les deux solitudes, un chiffre encore, puisque je vous ai dit que j'aime bien les chiffres, 44% des mots dans la langue anglaise, c'est un article que j'ai lu, sont d'origine française, 44%. À ce point, oui, tous les mots qui sont longs, alors 3 syllabes et plus, sont françaises au départ. Il faut savoir que au 15e siècle, 16e siècle, 15e, dans ces zones-là, on parlait français dans la plupart des cours d'Europe, en Angleterre d'ailleurs. Donc le français avait et ça revient renforcer le syndrome de Poulidor dont je l'avais parlé un peu plus tard, mais un peu plus tôt. Donc les mots longs, competition, compétition, implication, implication. Donc on a plus de... Focusons sur ce qui nous rassemble.
pas sur la division. Parce que quand on se divise et on se frappe dessus les uns les autres, il y a quelqu'un qui est derrière qui gagne. Oui, et c'est trop souvent ceux qui tirent les ficelles. Oui, c'est pas nous, en tout cas, qui gagnons. Ouais. Est-ce que, selon toi, le Québec s'en va dans une bonne direction ou est-ce que tu penses qu'on devrait s'impliquer encore plus pour... Impliquons-nous. Il faut s'impliquer. Ouais. Est-ce que tu es inquiet un peu quand même pour le Québec? Oui, mais parce que le Québec, contrairement à d'autres pays, le Canada, le Québec, on a quelque chose de très différent par rapport aux autres pays occidentaux. Je vais vous le donner. On est un des rares pays occidentaux qui n'a pas d'héritage colonial. Mm-hmm. D'accord? Ça, c'est important. La France, l'Espagne, le Portugal, tous ces pays-là, même les États-Unis ont un petit héritage colonial. Ouais. Le Canada ne l'a pas. C'est peut-être, certains diront, c'était à l'interne. Hein? C'est vrai. Les anglophones versus francophones et vice-versa. Bon. Ouais. Ce que ça veut dire qu'on a une neutralité par rapport à toutes les cultures qu'on pourrait avoir ici. Mm-hmm. Et ça viendrait enrichir sans regard narquois de l'un aux autres. Ça, c'est le premier élément. On est dans un État qui a beaucoup de ressources aussi. Énormément de ressources. Naturelles, tu veux dire? Oui. Ouais. Justement, dans le parti dans lequel je milite, on dit qu'il faut utiliser les ressources. D'ailleurs, très cher Legault avait dit qu'on utiliserait le gaz naturel, les ressources pour enrichir la société. Mm-hmm. Et en mettant, on fait tout l'inverse. On passe des votes, des lois qui vont fermer ça au nom de la sainte cause du réchauffement climatique. Oui. D'accord ? Non. On a la capacité d'évoluer, on a la capacité d'enrichir notre peuple pour le bien de tous. On a des normes qui sont de très bonnes normes comparativement au reste du monde. Mettons ça de l'avant. Ouais. Et j'attends ce moment de renaissance. Parce que la renaissance, elle viendra. Est-ce qu'elle viendra aujourd'hui, demain ou après-demain? Je ne sais pas combien de temps. Mais on continue dans cette voie-là. On garde la ligne. Oui, on garde la ligne parce que un moment ou un autre, ça viendra. Je sais pas. Je sais pas aussi, en tout cas, on pourra continuer la conversation. Je reste un optimiste. Je suis un peu plus pessimiste. Je commence à être découragée un petit peu, mais bon, j'imagine que c'est des passes aussi. On a eu des passes de découragement dans les 4 dernières années, puis des passes où on était plus optimistes. Là, en ce moment, je regarde le Québec, puis je me sens un peu désolée. Merci pour ton temps, Shakim. Merci de nous avoir illuminés, en tout cas d'avoir amené des nuances sur la question surtout de l'islam. Je pense que tu as pu faire ça, puis j'apprécie que tu aies pris le temps. Merci. Et merci beaucoup de m'avoir accueilli aussi. Et n'oubliez pas un détail, un islamiste n'est pas un musulman, c'est deux termes différents. Les islamistes, c'est ceux qui vont être les plus radicaux. Ceux qui envoient un agenda politique derrière. Un musulman ne fait que cheminer, encore une fois, et sa relation est directe avec Dieu. Et non, l'islamisme voudra mettre en place un califat mondial. Pourtant, dans le Coran, il y a une phrase très intéressante, elle dit « Si Dieu voulait vous faire une seule communauté, il l'aurait fait. » C'est deux fois cité dans le Coran. Donc, la diversité est intrinsèque à la religion musulmane. Merci de m'avoir reçu.